Salut les marques, salut les smarts et bienvenue dans Catch Up. Je suis X-Side, vous écoutez le podcast qui transpire le catch. Ici, toutes les semaines, on analyse, on résume les plus gros shows de la WWE. Et cette semaine, on est là pour parler de la plus grosse fête de l'été, SummerSlam. Je suis accompagné pour ça de l'inusable Chris. Comment vas-tu, Chris? SummerSlam, baby! Salut X-Side, salut peuple Catch Up. Bah écoute, il fait beau, il fait chaud. Avec une petite pina colada, on va vous reviewer SummerSlam aux petits oignons. C'est ça, au bord de la piscine, dans le petit studio plein air de Catch Up, à la cool. Voilà, le plus gros show de l'été, hein, comme je l'avais dit. On l'a attendu, on l'a eu, ça a duré des heures et des heures. Et on va pas tourner tout autour du pot, hein, parce qu'il y a une douzaine de matchs à chroniquer. On démarre avec le pré-show. Le pré-show, le championnat Cruiserweight, Drew Gulak affronte Oney Lorcan. 8 minutes 45 de match assez stiff. Alors, il y a comme d'habitude, hein, tout le monde n'est pas là dans le public. Donc, c'est toujours un petit peu délicat pour catcher dans ces conditions-là. C'est forcément très stiff avec Oney Lorcan, hein, qui ces gros atémis là sur Drew Gulak. Ça fait crier la foule. Il est assez populaire, hein, il part dans son registre de psychopathe, Oney Lorcan, comme on le connaît si vous suivez 205, hein, il n'est pas encore très connu, Oney Lorcan, mais ça fonctionne auprès du public. Et ça se termine sur quelque chose d'assez original, c'est Drew Gulak qui va mettre un atémi directement dans la paume d'Adam de Oney Lorcan alors que l'arbitre a un petit peu le dos tourné. Et ça va lui permettre de prendre l'avantage et de claquer son finisher, là, une espèce de brise-nuque avec portée. Victoire donc de Drew Gulak qui conserve son titre après 8 minutes 45 de match. Est-ce que tu as été convaincu par les cruisers, mon bon Chris? Ouais, ils ont eu comme peu de temps comme d'habitude dans le pré-show. Et pour le coup, c'était un match de Cruiserweight entre deux mecs qui sont plutôt des brawlers, des hommes à soumission. Ouais. Des voltigeurs. Donc du coup, c'était une affiche un peu originale à ce niveau-là. Et c'est ça. c'est pas mal ce qu'ils nous ont proposé, c'était pas extraordinaire, mais comme tu l'as dit dès le début, voilà, le problème c'est que la salle à ce moment-là, il n'y avait pas encore grand monde, quoi, ça se remplissait vraiment doucement. Donc au niveau de l'ambiance, c'était pas vraiment ça. Bon, Drew Gulak conserve, il est en train de se faire un petit run de champion cruiserweight, pas mal, hein. Il vient de loin, il est là depuis le cruiserweight classique. Et, ouais. Et quand même, c'est un des gros personnages de 205 Live. Donc écoute, Oney Lorcan, moi je t'avoue, comme je suis pas 205 Live, j'étais un peu étonné de le découvrir en number one contender. Mais lui aussi, hein, il a une carrière solide à la WWE. C'est quand même un gars récurrent à NXT. Mm-hmm. Et du coup, le voir, cette affiche-là était pas mal. J'aurais été curieux, tu vois, de les voir dans un match de 13-14 minutes. Ça m'aurait intéressé. Eh ben écoute, t'as juste à regarder 205 Live cette semaine, il y a le rematch entre les deux, qui risque d'être assez exceptionnel. Comme je suis en vacances, peut-être que j'en profiterai pour faire un tour sur 205. C'est ça. Faut pas se gêner, hein. C'est toujours plutôt pas mal, hein, 205. Puis ce sera à Toronto, là, hein, comme ce SummerSlam, hein, je l'ai pas mentionné, mais effectivement, on est au Canada cette année. On a traversé la frontière pour ce gros week-end de catch qui avait démarré avec NXT TakeOver. Donc, n'hésitez pas à aller checker notre débrief de TakeOver qui est déjà en ligne. On vous dit tout sur le gros show de NXT. Drew Gulak, Oney Lorcan, hein, c'était deux gros noms du circuit indie, hein, avant qu'ils débarquent à la WWE, donc forcément tu les mets l'un contre l'autre, ça fonctionne. C'est sûr que c'était trop court le match, comme tu l'as dit, mais Oney Lorcan, ça a l'air de fonctionner. Moi je pense qu'il a un bon avenir, ils peuvent en faire quelque chose de très intéressant d'Oney Lorcan. Et Drew Gulak, c'est devenu un peu le taulier de 205, donc il nous fait effectivement, comme tu le dis, un beau règne de champion. On va peut-être s'attarder sur les à côté du pré-show. Qui c'est qu'on a vu se balader, le Miz, qui est venu faire une petite promo pour critiquer un petit peu Dolph Ziggler. Qu'est-ce qu'on a eu aussi, les aussi, le seul club qui compte, hein, comment il s'appelle, le gros. Enfin bref, AJ Styles et ses deux copains. Gallows et Anderson. Voilà, Gallows et Anderson qui sont venus proposer leur aide à Finn Balor, qui a refusé.
Enfin, du moins, tu ne sais pas trop décider, hein, parce que effectivement, il a fort à faire ce soir, l'ami Finn Balor, puisqu'il affronte le démon The Fiend, alias Bray Wyatt, de retour dans son nouveau personnage, qui fait très peur. Donc voilà, donc il y a une tentative d'approche entre Finn Balor, qui était l'ancien patron, hein, du Bullet Club au Japon, et AJ Styles, qui était son successeur. Voilà, donc on tourne toujours autour du club. Tu crois qu'il va y avoir une alliance, peut-être, au final, entre les 4? Ah, il avait l'air dubitatif, Finn Balor, mais peut-être qu'il va y réfléchir. Et puis du coup, comme il part en congé, peut-être que ça va être l'occasion pour lui de faire une introspection et de peut-être se dire, bah écoute, ça fait 3 ans que je suis face, là il y a des mecs plutôt sympas qui me proposent un truc. Peut-être qu'en heel, Finn Balor, ça lui ferait un peu du bien dans sa carrière WWE, parce que moi je trouve qu'il tourne pas mal en rond depuis au moins 2 ans, je pense. Et un heel turn serait peut-être le bienvenu. Hein. Ouais, hormis un run de champion intercontinental qui était un petit peu transparent, il est temps que ça bouge pour Finn Balor, donc pourquoi pas effectivement un turn avec les OC qui ont l'air de devenir un petit peu les patrons du roster de Monday Night Raw là, à l'heure actuelle. Ah oui, ça, en tout cas, il s'affirme de plus en plus effectivement comme le clan dominant à Raw. Ouais, ça on en reparlera dans les weekly de Monday Night Raw, peut-être un peu plus tard, hein, parce que AJ Styles est de la partie ce soir aussi. Alors, qu'est-ce qu'on avait d'autre? Elias, qui est venu chanter une petite chanson. Ouais. Hein, pour se foutre de la gueule de Toronto, comme il en a le secret. Et ben, il est interrompu par quelqu'un qu'on n'attendait pas, une star du Canada, rien de moins que la légende du ring Edge, l'ultimate opportuniste, c'est comme ça qu'on l'appelait. Et qui vient au ring sous une énorme pop, et puis qui claque un spear des familles sur Elias. Hein, on pensait pas le voir en action carrément, Edge. Ouais, alors là, moi, grosse surprise qu'il vienne porter un move, parce que vraiment. Ouais, carrément. Pour le coup, son entrée, c'était génial. La pop énorme de la foule, c'était monstrueux. Et je m'attendais absolument pas à ce qu'il ait une interaction physique. Je pensais qu'il allait venir juste un peu. Ou au pire, mettre un coup de guitare. Je me suis dit, il va choper une guitare. Mais non, il nous a placé un spear, le Edge, quoi. Donc, un gros revival. Ouais, non, ça fait plaisir. Hein. C'était le moment marque de la soirée. Histoire de ponctuer ce petit pré-show là qui payait pas de mine. Donc voilà, on sait qu'on est à SummerSlam, on sait qu'il va se passer des trucs, et on a même droit à un petit Edge en plus. Donc premier spear de la soirée, hein, qui est pas porté par Bill Goldberg, mais bien par Edge. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Buddy Murphy et Apollo Crews, un match qui a été rajouté à la dernière minute, qui s'affrontent. Bon, il n'y a pas vraiment d'histoire autour de ça, hormis que Buddy Murphy est impliqué dans toute l'histoire qui tourne autour de Roman Reigns. Roman Reigns qui a été attaqué dans les coulisses de SmackDown, puis de Monday Night Raw, sur le parking de Monday Night Raw. Quelqu'un essaie de le tuer, hein. On lui jette des échafaudages dessus, on essaie de lui rouler dessus avec la voiture, mais on ne sait pas qui est la personne qui s'occupe de ça, qui est le responsable. Buddy Murphy apparemment est un témoin clé. Il a balancé Eric Rowan à Roman Reigns après s'être fait bousculer par Roman Reigns, hein, dans les vestiaires. Ça c'était à SmackDown, hein, si je dis pas de bêtises. Bon, ce soir, Buddy Murphy, il est booké contre Apollo Crews. Ça dure à peu près 4 minutes 20 jusqu'à ce qu'il y ait Rowan qui débarque et qui casse la gueule de Buddy Murphy en lui disant plus jamais, hein, tu parles de moi. Viens régler ses comptes comme ça, SummerSlam, tranquille, Eric Rowan. Voilà, ça c'est plutôt un angle plutôt qu'un match, hein, parce que finalement, donc victoire d'Apollo Crews à SummerSlam par disqualification du fait de l'intervention d'Eric Rowan. Ah non, c'est Buddy Murphy qui gagne, donc c'est une défaite d'Apollo Crews, le pauvre. C'est un no contest, je crois, tout simplement. Ah ouais? Ouais, il me semble bien que c'est un no contest. Il se passe rien du tout, et voilà, après derrière. Oui, voilà, oui, en gros, au final, il n'y a pas de. Pour ainsi dire, pas de match, et puis derrière, Rowan, voilà, qui met une destruction à Buddy Murphy, qui n'a pas fini d'en prendre plein la gueule, je pense. Ouais, Buddy Murphy va morfler pendant quelques temps, je pense. Il est entre l'enclume et le marteau. Ouais, c'est ça, c'est tout à fait ça. Balancer à la WWE, c'est pas très bon, ça rapporte pas grand chose à part des beatdowns et des grosses mandales dans la face. Bam. Voilà, ça lui apprendra à être un petit mouchard. Le secret le mieux gardé de SmackDown. Voilà, bon, ça c'était pour un petit peu faire avancer autour. On aura beaucoup de résumés de l'histoire de Roman Reigns.
Mais il n'y aura pas beaucoup plus que ça hein, dans le show autour de Roman Reigns, bizarrement. Mais ça aura porté ses fruits parce qu'il y aura eu une belle montée des audiences pour le Monday Night Raw du lendemain. Alexa Bliss et Nikki Cross, les champions tag team féminines, qu'on adore, affrontent les anciennes championnes, les Iconics, aussi dans un match qui a été décidé à la dernière minute. 6 minutes 15 de pas grand chose et victoire d'Alexa Bliss et Nikki Cross. Ouais. On va peut-être pas s'attarder là-dessus, hein, ça n'avait aucun intérêt, à part montrer peut-être un petit peu de cuisse sur YouTube. Ça a été express. Ouais. Et le seul truc que j'aurais à signaler, ce serait la tenue d'Alexa Bliss. Voilà, qui s'était fait une espèce de. Alors, j'étais pas sûr, mais c'était un truc à la Toy Story, non? C'était pas ça? Elle était en quoi? Elle était en mode. Elle était je sais pas. Enfin bref, elle s'était fait une tenue un peu spéciale pour ce SummerSlam. C'est ça, c'était un petit peu apprêté. 6 minutes de catch, vite fait, bien fait, ou pas très bien fait, comme vous voudrez. Voilà, c'était plié, terminé, et on est passé au gros morceau de SummerSlam. Ouais, il était temps de passer aux sauces sérieuses. On démarre directement avec le championnat des femmes de Raw. La plus grosse star de Monday Night Raw, Becky Lynch, défend son titre face à la héroïne locale, Natalya, qui joue à domicile. Alors, grosse pop pour Becky Lynch. Bon, quand même, un petit peu en deçà d'habitude parce que comme on est à Toronto, les gens sont pour la Challenger. Natalya arrive aussi sur une demi-grosse pop. Alors la subtilité du match, c'est que c'est un submission match, c'est un match de soumission. Il faut absolument soumettre son adversaire. Donc du coup, ça commence, c'est assez stiff et assez technique. Mais ensuite, donc après, on part sur les prises de soumission. Et alors, il y a un truc un petit peu bizarre dans ce match-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de drop break, visiblement, pas de disqualification. Et ça, c'est un peu bizarre de voir les filles essayer de s'accrocher aux cordes pour pas grand-chose. Mais bon, bon an, mal an, le match continue. On a une tentative de sharpshooter dans le coin du ring sur la 3e ou la 2e corde, un peu n'importe quoi. On va essayer de se piquer les moves, évidemment. Hein, Natalya va tenter le disarmer, alors que Becky Lynch va tenter le sharpshooter. Ça dure une bonne douzaine de minutes et c'est la victoire quand même de Becky Lynch qui réussit à placer le disarmer et faire taper Natalya au point de lui démonter l'épaule. Hein, on le saura le lendemain à Monday Night Raw. Victoire de Becky Lynch sous la pop du public quand même. Hein, les gens sont quand même pour Becky Lynch. Voilà, une ouverture de show qui t'a convaincu? Ouais, alors comme tu l'as dit, que ça soit un submission match, c'était pas forcément un problème, mais le coup des cordes qui pouvaient pas casser les prises. Ouais, c'était chelou ça hein, quand même. Alors déjà dans un submission match, de fait, il n'y a pas de near fall, il n'y a rien du tout. Déjà, ça enlève de l'action dans un combat. Donc si en plus elle pouvait pas casser les prises en chopant les cordes, c'était très bizarre. Moi, ça m'a fait un drôle d'effet. Je sais pas, j'ai eu pas mal de mal à rentrer dans le match. Hein. Pareil. Que la foule était bien chaude. Et finalement, elle était quand même, par moments, elle a été assez hostile à Natalya. Hein. J'étais un peu étonné du comportement de la foule, quoi. Elle a eu une pop en rentrant, mais après, au fur et à mesure du match, ça a commencé à se lâcher un peu plus. Et il y en a qui sont souvenus que malgré qu'elle soit canadienne, ils aimaient pas Natalya. Voilà, c'est un peu ça. Elle a beaucoup de talent, elle est canadienne, mais bon, c'est Natalya, quoi. C'est vrai que tout d'un coup, il y en a qui se sont dit merde, mais c'est Natalya quand même dans le ring, faut pas déconner, quoi. Donc du coup, ça a un petit peu. Donc tu vois, les 12 minutes, je les ai trouvées un peu longues de ce match-là, hein, du fait de pas. Et en plus, comme tu l'as justement dit, mon bon Ringside, du coup, à partir du moment où tu peux pas casser la prise dans les cordes, quel est l'intérêt de ramper pour aller choper la corde? Bon. On va toujours. Ouais. Hein, mais il y avait certaines choses qui tenaient pas la route hein, dans ce match-là. Il y a eu quelques erreurs de booking comme ça ce soir. On en reparlera plus tard, mais. Ouais, dans ce match-là, pour moi, clairement, là, il y avait des trucs qui allaient pas du tout, quoi. Et ça n'a pas été bien réfléchi, ce match de soumission. Après, victoire sans surprise de la Rookie. Ouais. C'était attendu, hein, franchement. Je voyais pas une seconde, même si ça se passait à Toronto, je voyais pas une seconde Natalya remporter ce titre. Quoi. Donc du clairement. Coup, voilà. La logique est respectée, la championne reste championne, et j'aimerais qu'on nous amène d'autres challengers à Becky.
Ouais, on veut quelque chose de neuf et ouais, c'est quand même dommage qu'on est parti sur cette histoire de submission match parce que je pense que sur un match classique, elle aurait pu faire quelque chose de beaucoup mieux. Mais bon, la foule était contente, c'était l'essentiel. Oui, c'était déjà ça, ça lançait le pay-per-view, au moins opener, même si c'était pas un grand opener, au moins avait le mérite eu le mérite de chauffer la foule comme il fallait. C'est ça. Alors, la suite des opérations, on tape tout de suite très fort parce que c'est le match qui oppose Dolph Ziggler à Goldberg. Dolph Ziggler débarque au ring, il va nous faire une petite promo en disant que voilà, Goldberg de toute façon c'est un lâche, il viendra sûrement pas ce soir, donc il est parti pour lancer un Open Challenge, mais il est coupé par la musique de Goldberg évidemment, hein, qui a été payée, donc il vient, il débarque. Dolph Ziggler, il a vu la Vierge, quoi. Hein. Ah oui, alors, il est complètement à l'ouest, hein, lui. Ok, d'accord. Ok, gamin. Alors là, Goldberg qui débarque, en grande forme, hein, comme d'habitude. Bon, il a l'air de boiter un petit peu quand même. Hein. Au niveau des jambes, ça n'a pas l'air d'être trop ça. Mais bon, il reste toujours sacrément impressionnant. Donc voilà, ça se fait face à face dans le ring. Ziggler, avec la rapidité d'une hyène, va placer directement un switch music, un super kick, hein, si vous préférez, dans la face de Goldberg, qui s'écroule au sol, tombé de 1. Bon, c'est pas grave, Ziggler, il y retourne, deuxième super kick, tombé de 1. Et bah, allez, on va tenter un dernier move pour Ziggler, mais il se fait cueillir évidemment par un spear. Le jackhammer des familles, évidemment, porté par le Goldberg avec un petit peu de difficulté, mais bon, Ziggler est là pour bien tenir la chandelle, tout va bien. On explose au sol de Ziggler, et puis je crois que c'est déjà le tombé, hein, 1 minute 50, il a duré le match. Ouais. Voilà, victoire de Goldberg. Mais ça s'arrête pas là. Alors la foule explose. Hein. La foule, elle est à Burn pendant tout le match. Dolph Ziggler va se traîner et récupérer le micro. Et puis il va continuer dans son délire. Oui, Goldberg, t'es qu'un lâche. Tu t'es pas capable de m'affronter comme un homme. Blablabla. Bla bla. Alors Goldberg, qu'est-ce qu'il fait? Il démonte pas. Il revient. Il lui fait il lui fait bouffer un deuxième spear. Et oui. Voilà, donc Ziggler il est séché, histoire de douleur par terre. Goldberg s'en va. Et Ziggler il reprend le micro. Il dit tout le monde peut avoir de la chance deux fois, mais t'es pas capable de m'affronter comme un homme, blablabla, blablabla. Il arrive même plus à se remettre debout. Hein, tu dis? Il dit t'as pas les balls. T'as pas les balls de venir, t'as pas les balls de m'affronter comme un homme. Goldberg, il revient. Il était carrément parti hein, dans les vestiaires, Goldberg. Mais il revient, la musique repart. Il soulève Ziggler, qui est malgré le fait d'avoir pris le micro, il était resté quand même allongé par terre. Il doit avoir les côtes explosées. Goldberg, il le remet debout. Là, il va partir dans les cordes. Il repart dans les cordes et il lui fait bouffer un dernier spear. Et là, Ziggler, il se relèvera plus de ça. Hein. Voilà, donc encore une grosse ovation pour Goldberg. Hein. La foule était à fond. Hein. On est content de voir Dolph Ziggler se faire défoncer. Et on est content de voir Bill Goldberg. Est-ce que t'as été, comment dire, transporté par ce, je vais trouver mes mots, l'entertainment, comment on appelle ça en français? Est-ce que t'as été diverti par ce? Diverti, oui. Écoute, je m'attendais à un squash, il a eu lieu hein, de toute façon, donc comme ça. Oui. La foule, c'était plutôt sympa parce que bon, la foule avait évidemment une frappée d'amnésie totale. Hein, tout le monde a oublié l'Arabie Saoudite. Ouais. Et du coup, il est rentré sous une pop énorme, le papy, qui est dans une super shape. On va dire un aspect de sa morphologie générale qui est de bonne qualité. Je pense qu'effectivement, il a les genoux en compote, l'ami. Mais ouais. Puis le cardio, ça va plus, hein, je pense. Hein. Cardio, ça va plus du tout. Hein. Le cardio, le simple fait de traverser la rampe, déjà, il arrive. Et il me fait penser à Batista en 2014. Bon, après, il a 52 ans, hein, Goldberg, donc plus que ça. Hein, il est plus âgé que moi. Yes. Et du coup, donc du coup, Squash, écoute, c'était très bien. Moi, j'ai trouvé que c'était très bien booké. Et j'ai trouvé génial la foule au moment du jackhammer, qui s'est mis à chanter God, God pour tenir le truc. Et puis bon, Dolph Ziggler, c'est quand même l'un des plus grands sellers du XXIe siècle.
Les 2 spears qu'il prend dans la gueule, franchement, comment il nous vend ça. Et alors en particulier le deuxième là, mais il fait un espèce de rebond où il se retourne sur lui-même. Enfin, du Ziggler, quoi. Hein. Quand il scelle comme j'aime, quand il scelle comme ça, quoi. Là, c'est vraiment, il est vraiment incroyable pour ça, ce gars, quoi. Et puis bah, il continue son petit bonhomme dorénavant de Jobber to the Stars, quoi. Voilà. Ziggy, moi j'ai adoré sa période, on va dire de 2012 à 2016, là où il gagnait les Survivor Series, Money, qu'il était champion du monde et tout. Maintenant, c'est un vétéran du vestiaire, il est passé à autre chose, c'est le Jobber to the Star, c'est le mec parfait pour faire briller un papy comme Goldberg, quoi. Donc, écoute, tu vois, j'en attendais pas grand-chose en toute honnêteté de ce match. Mais au final, j'étais satisfait de comment ça a été booké. J'ai trouvé que c'était très bien, tout le monde était content, la foule était au taquet. Et écoute, moi je dis mission remplie pour ce match-là. Et puis, ce qui est bien aussi, c'était la place du match dans la carte. Ouais. Ça m'aurait saoulé, quoi, s'ils nous avaient mis ça en avant-dernier match ou un truc comme ça, tu vois. Là, au moins, voilà, deuxième match de la soirée, un petit squash, 1 minute 50, allez hop, on va laisser peser, les amis. C'est ça. Et puis jouer la carte de l'humour, là, avec ce nouveau Ziggler complètement à l'ouest, là. Ouais, puis complètement masochiste, voilà. Très bien qu'il va se faire démolir, que de toute façon, quoi qu'il arrive, quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, faire démolir. Et c'est ce qui lui est arrivé. Eh oui. Pas de surprise. Donc voilà, feel good moment, fan service. Voilà, bon, Goldberg, on voit bien qu'il est plus. Je pense pas qu'il est capable de faire un vrai match désormais. Donc. Oh, il a carrément pas un match dans les pattes, c'est impossible. Ça se voit. Il a toujours envie du spotlight, mais je pense qu'il lui-même sait très bien que de toute façon, il pourra plus jamais aller chercher des gros matchs, quoi. Ouais, clairement. Un vrai match, on en a un juste derrière, puisque c'est le championnat US. Ouais. AJ Styles, accompagné de Karl Anderson et Luke Gallows, affronte Ricochet, le challenger, ancien champion US, Ricochet quand même, le chouchou de Chris. 13 minutes de match où AJ Styles intelligemment va s'attaquer au genou de Ricochet pour l'empêcher d'être trop virevoltant dans le ring. Ça n'en finit pas de tabasser Ricochet qui réussit quelques fulgurances quand même tout au long du match. On connaît le talent de Ricochet pour sortir des gros moves. Mais le plus impressionnant, ça reste le finish où Ricochet va tenter une espèce d'Hurricane Rana à sauter depuis le coin du ring, après se débarrasser évidemment de Karl Anderson et Luke Gallows, qui se sont permis quand même quelques petits truchements tout au long du match. Ricochet donc qui tente le Hurricane Rana, qui est bloqué par AJ Styles, qui va lui placer le Styles Clash. Violent Styles Clash, et c'est la victoire de AJ Styles. Ricochet, bon, ce sera bien battu. Elle aurait fait notamment beaucoup de moves sur une jambe, notamment des espèces de crossbody sautés depuis la troisième corde sur une jambe, assez impressionnant. Mais on a joué la carte du scénario plutôt que du Spotfest. Non, mais c'était génial. Moi, j'ai trouvé génial ce match. Voilà, allez, soyons fous. J'ai écrit, j'ai joui. Si. Non, mais il y avait de la psychologie dans ce match. Styles, il a travaillé la jambe de Ricochet pendant tout le match. Alors, Ricochet qui était dans une tenue de super-héros. Ah oui, rappelons-le. En Nightwing. En Nightwing, c'était, voilà. Donc, du coup, j'ai beaucoup aimé ce fait que. Parce que tu vois, même avec la défaite de Ricochet, j'étais pas triste à la fin pour le Ricochet, parce que j'ai trouvé le match de super qualité. Ce travail de la jambe de AJ Styles qui fait que Ricochet il est emmerdé, il est obligé de travailler sur une jambe, il place un springboard crossbody sur une seule jambe là en prenant appui sur qui est énorme. Et puis il y a cette Hurricane Rana qui passe après un double appui sur les épaules de Gallows et Anderson qui est un bijou, quoi, un bijou, les amis. N'écoutez pas jusqu'à ringside, c'est un bijou ce Ricochet, c'est un génie. Et Styles fait un superbe match. Et Styles, tu as vu c'est Styles? Qui c'est qui a placé un Anaconda Vice? Non, c'est Ricochet qui place un Anaconda. C'est Ricochet qui passe un Anaconda Vice. C'est vrai qu'il y a eu ça dans le match aussi, ouais. C'est longtemps que j'avais pas vu cette prise de soumission à la WWE, quoi. Et c'est le Ricky qui l'a passé, les amis, un Anaconda Vice. Boum, voilà, pour tous les haters. Voilà, même du CM Punk, le Ricky. Il était énorme, ce jeune. Non, moi, franchement, un match dans lequel j'ai totalement embarqué. C'était cool en plus avec Gallows Anderson, Gallows qui avait ressorti les peintures de guerre là et tout.
il y avait une bonne ambiance dans ce match. Il y avait de l'interaction, il y a de l'alchimie dans le ring entre Styles et entre Edge et Ricky. Il y a pas photo, quoi, pas de faux. Alors je sais pas où ils vont aller entre les deux parce que il va peut-être falloir sortir Ricochet du titre US un peu pour le balancer sur autre chose. Mais en tout cas, un match de cette qualité-là, bah voilà, moi je me dis là, je suis bien dans SummerSlam, là, je suis en train de regarder un beau match de catch et moi ça me plaît. Ok, Chris convaincu. Ouais, moi je mettrais quand même un petit bémol sur le match. Moi j'aurais préféré quand même voir un spot face déroulé par Ricochet pour le coup, mais c'est difficile de dire que je peux pas dire que le match est mauvais parce qu'effectivement, comme tu dis, on était dans la psychologie là, et puis les moves de Ricochet sur une chambre, c'était quand même quelque chose. Et puis AJ Styles, bon, c'est toujours assez parfait dans le ring. Maintenant, quel worker ce Edgy, quoi. Edgy, ouais. c'est vraiment ce gars là, sur les 15 dernières années quand même. Je crois pour moi, il est dans le top 5 des plus grands catcheurs, quoi. Oui, non, bah tranquillement. Après, il transpire le catch, quoi. Voilà, il est comme catch-up, quoi. Il transpire le catch, quoi. Ouais. Après, voilà, moi, je suis obligé de dire que je reste sur ma faim sur ce match-là parce que c'est pas le déluge que j'attendais. Et puis, il y aura pas vraiment de match derrière qui avait le potentiel pour dérouler vraiment du catch spectaculaire. Peut-être parce qu'il était un peu trop tôt dans la carte pour le. Ouais, c'est ça. Et puis tu sens qu'ils ont voulu jouer la carte du psychologique. Ils s'en sont bien sortis, mais je pense que c'était à SummerSlam le moment de briller. Ce match-là, ils auraient pu le faire à un autre moment. Voilà, je trouve que c'est un peu dommage de pas avoir le feu d'artifice de trucs techniques qu'on pouvait attendre des AJ Styles et de Ricochet. Et puis de gros moves spectaculaires. Mais bon, ça reste un bon match. C'est vraiment, moi, je trouve que c'est vraiment dommage qu'il ait joué la carte du psychologique sur ce match-là. C'est souvent un peu le problème avec AJ Styles. Ils ont tendance à booker un peu bizarrement ces matchs quand c'est l'heure des championnats ou des choses comme ça. C'est pas la première fois. C'est quand même dommage de pas avoir un déroulé de ce qu'ils savent faire. Hein. Mais bon. Si toi t'es convaincu, pour les fans de Ricochet, pour un match tout va bien. Un match de pay-per-view d'une qualité comme ça, moi ça me va. J'ai pas trop. J'avoue là-dessus, je suis pas super difficile, on va dire, quoi. Donc du coup, et finalement, comme toi, quelque part, je m'attendais pas forcément à un match basé sur pas mal de psycho mais bon, ça a pas empêché quand même qu'ils ont passé tous les deux pas mal de choses de leur arsenal et que. Ouais. Bah disons, moi le problème c'est que c'est souvent avec les matchs des AJ Styles, c'est que je trouve qu'ils le font trop dominateur. T'as l'impression que le mec c'est une baraque alors qu'au final il est c'est un mec qui est tout petit. Et ça je trouve qu'ils le font souvent et que ça plombe un peu les matchs. Il l'avait fait contre Rousseff et puis contre à peu près tout le monde. Edgy, il est présenté tout le long super fort, mais en fait, quand tu regardes, c'est son parcours en indie, c'était pareil quand même. Styles, il a toujours été présenté comme un mec. Je me rappelle, par exemple, quand il était à TNA, qu'il affrontait les Aces and 8 là, qui se tournait qu'il les confrontait. Bah voilà, il était vendu super fort alors qu'il y avait 7-8 mecs qui pouvaient être là dans le ring et tout, mais non, mais rien à foutre. Moi, je suis AJ Styles, démoli tous, quoi. Donc c'était. C'est vrai que finalement, eu égard à son gabarit, AJ Styles, il est quasiment traité comme un powerhouse, quoi. Ouais, c'est ça que je trouve qui est un peu désarçonnant avec ce qu'ils font. Mais bon, bah écoute, hein, c'est comme ça. La suite des opérations. Alors, on a eu deux grands talents dans le ring, on continue avec deux grands talents. Bayley, Ember Moon, le championnat féminin de SmackDown. Alors, 10 minutes de match. Là, la foule est pas trop investie. Bayley, elle est pas très populaire au Canada. Hein. Je crois que c'est pas la première fois qu'elle laisse un peu le public de marbre. Match très compétitif qui se termine sur la victoire de Bayley, hein, sur le Bayley to Bayley placé out of nowhere en quelque sorte. Après une bonne défense de Ember Moon. Le match est plombé par le manque d'ambiance dans le stade, hein, j'ai l'impression. Mais bon, là, ça paye le mauvais booking, je pense, qu'il y a eu du match. Difficile de s'investir là dans cette rivalité entre les deux. Et qu'est-ce que tu en as pensé, toi? Bah, j'en ai pensé que c'était pas terrible. Et que ça, voilà, je sortais de Styles Ricochet et bam, on nous met un Bayley versus Ember qui a été quand même vraiment moyen. Enfin, en tout cas, à mon goût. Et comme tu l'as dit, Bayley, elle s'est fait quand même pas mal pourrir par le public. C'est une championne pas très over hein, qu'on a là, hein, du SmackDown, quoi.
Donc non, je peux pas. Non, ouais, non, franchement, ça m'a vraiment pas. J'ai vraiment pas accroché, quoi. Et Ember Moon, je crois que Ember Moon, c'est pas, je la trouve vachement en deçà de son niveau de ce qu'elle était à NXT. Et du coup, ce match-là, en tout cas, m'a vraiment pas. Combien de temps t'as dit que ça a duré? 10 minutes. 10 minutes, ouais. 10 minutes, ouais. Ouais, bah ça, c'était bien ce que ça m'avait à peu près. C'était mon ressenti aussi, quoi. Donc voilà, 10 minutes douche comprise. Voilà. Donc écoute, ouais, non, j'en ai pas grand-chose à dire pour le coup. Ça a été peut-être l'un des matchs, en tout cas, qui m'a le moins intéressé de la soirée. Ouais, bah comme je dis, on paye le mauvais booking, hein, la mauvaise feud qui a été mis en place sur les dernières semaines, où c'est pas passé grand-chose. Et Ember Moon, après moi j'aurais du mal à dire que c'était un mauvais match, hein, je trouvais que c'était plutôt propre. J'aime bien les deux, mais bon, comme il y avait pas vraiment d'enjeu, on voyait mal Bayley perdre, il y avait pas vraiment d'animosité entre les deux, pas d'investissement du public. Bah voilà ce qui se passe, hein, quand on fait une mauvaise histoire. Ouais, Au début, il n'y a pas de payoff. Au final, bon, Bayley qui continue son règne de championne, un peu dans l'indifférence générale, mais elle est quand même bookée très fort, hein, parce qu'elle a réussi à battre Nikki Cross et Alexa Bliss en même temps. Ember Moon, je crois bien qu'elle a vaincu Charlotte. Voilà, ça continue, hein, doucement pour Bayley finalement. Mais bon, ça n'a pas l'effet escompté. Il va falloir retravailler un petit peu le personnage, hein. Peut-être avec une rivalité un peu plus costaud. Voilà, une petite déception, hein, ce match-là. La suite des opérations. Kevin Owens affronte Shane McMahon. Si Kevin Owens perd, il est viré. Oui. Il démissionne, il s'en va. Il va à la All Elite Wrestling. Match simple, sans stipulation, hein, parce qu'on aime voir le match, le catch technique de Shane McMahon. Petite stipulation quand même spéciale, un arbitre de plus, Elias qui débarque, hein, ça va, il a survécu au spear qui s'est pris en pré-show par Edge. Donc il sera on appelle ça l'enforcer, l'arbitre de touche en quelque sorte. Il est là pour s'assurer qu'il n'y a pas de problème, il a son petit chandail d'arbitre. Et donc le match démarre. Donc on a un festival Shane McMahon, hein, les coups de poing, les coups de genoux, toutes ces prises sautées, ces souplesses. Kevin Owens qui se défend, hein, et il va aussi sortir son plus beau catch avec ses roulés boulets, ses super kicks. Mais évidemment, il y a des interférences, hein, tout du long de Elias. Ça commence à énerver Kevin Owens, qui va même se saisir d'une chaise à un moment donné. Il va essayer de frapper Shane McMahon, mais là l'arbitre lui dit non, je te disqualifie si tu tapes Shane McMahon, et du coup tu perds le match et puis t'es viré. Tu comprends? Donc là, il est obligé de jeter la chaise, Kevin Owens. Le match continue, et à un moment donné, il en a ras-le-bol. Kevin Owens, il saute à l'extérieur du ring sur l'arbitre et sur Elias, hein, qui était l'autre arbitre de touche. Et là, on se dit peut-être qu'il va se faire disqualifier. Ben non, pas du tout. Il se relève, il attaque encore Elias, il lui met des patates. Alors là, on se dit, il va se faire disqualifier. Mais non, pas du tout. Il remonte dans le ring. Il continue à taper sur Shane McMahon. Il file, je pense, par lui placer sa pop-up powerbomb. Non, ou pop-up powerbomb, puis après, il enchaîne sur le stunner. Ouais. L'arbitre se réveille. Il vient au ring. Elias s'est pris des coups de chaise aussi, hein, donc il est séché. L'arbitre se réveille, il rentre dans le ring, il fait le tomber, 1, 2, 3, victoire de Kevin Owens, énorme pop du public, hein, qui est à fond derrière Kevin Owens. Hein. Kevin Owens, c'est aussi un Canadien, c'est le héros local. La grosse pop. Donc Kevin Owens restera à SmackDown. Shane McMahon a perdu. Ce match n'a absolument aucun sens. Qu'est-ce que tu en as pensé? Comme je n'arrête pas de le répéter à longueur de semaine, quoi. Merci déjà d'avoir gagné ce match et de l'avoir fini. Low blow, pas low blow, m'en fous. Moi, tout ce que j'attendais, c'est que ça se finisse, parce que vraiment, vraiment, je suis dans le ring, mais je peux pas. Alors là, en plus, souvent on rétorque par rapport à Shane que mais oui, mais il fait des spots extraordinaires, etc. Ça n'a pas du tout été le cas pendant ce match-là. Il n'y a aucun pot de fest, il n'y a pas de coast to coast, il n'y a pas de saut sur la table des annonceurs, il n'y a pas de. Voilà, quoi, il a rien fait. Non, il s'est pas passé grand-chose. Il y a quand même Kevin Owens qui a pris 2-3 gros bumps.
à l'extérieur du ring, mais c'est tout, quoi. Il a pris quelques bumps, mais au final, Shane McMahon, il a été largement dans le registre de brawl et de mettre de coups de poing, tout ça. Et alors là, les amis, quand Shane McMahon il fait ça, je ne supporte pas ça. Pour moi, c'est le mec qui met les coups de poing les plus ridicules, les coups de genoux les plus ridicules, les coups de pied les plus ridicules de la WWE, quoi. Il n'a aucune crédibilité quand il fait ça. Et alors, vraiment, moi, ça passe pas du tout auprès de moi, quoi. Donc du coup, j'ai trouvé ça tellement mauvais et j'étais tellement content d'entendre le public chanter des You Can't Wrestle à gogo. Voilà, parce que le public la sourit, hein, la pourrie, pardon, la sourit. La pourrie, hein, les Shane You Suck à gogo, les You Can't Wrestle à gogo. C'était largement mérité, hein, largement mérité. Ce mec, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. Alors, effectivement, hein, c'est le top heel de SmackDown. Effectivement, on n'a pas d'autre choix que de se le coltiner à longueur d'antenne. Bah là, du coup, j'ai juste envie de dire merci KO. Bon, je me doutais bien que tu allais quand même rester parce que tu es un pilier du show bleu. Et tant mieux que tu aies gagné ce match-là. Et tant mieux que ce SummerSlam se finisse vite sur Shane McMahon. Ma seule inquiétude après, c'était limite qu'il revienne, quoi, pendant le show. Heureusement, on ne vous aura pas gratifié de ça et merci. Ouais, non, il se sera pris sa petite branlée. Alors, même pas 10 minutes pour le match, pour conclure cette rivalité qui a pris des heures et des heures tout au long de la route vers SummerSlam. Ce qui est toujours drôle, c'est que le catch, c'est certainement l'une des seules disciplines où un arbitre rappelle les règles en plein. Ouais. Il va expliquer des combattants, voilà, c'est génial. Je veux dire, c'est le catch que tu vois ça, quoi. La chaise, c'est interdit, la chaise, Kevin. La chaise, c'est interdit. Sinon, qualification, une amende, le mec, il te toute la charte de la WWE. Et après, c'est ah ouais, tiens, en fait, on va se remettre au combat, quoi. Ah, je vais aller et bam, l'autre, il met l'autre. C'est comme ça que ça se passe au catch. Alors, le seul point positif que je donne à Shane McMahon, c'est que c'est un mec qui vend très bien le stunner. Il fait un truc pourri, mais sur le pin final, au moins sur le finisher final, très bien le stunner. Donc bon, il aura sauvé ça pendant ce match. C'est ça. Alors moi, je suis moins dérangé par le catch de Shane McMahon, mais voilà. Alors cette histoire de stipulation là avec l'arbitre, ça se termine sur, je sais pas, Kevin Owens qui tape Elias et il se passe rien derrière, ça me perturbe. Mais bon, visiblement, ils étaient là juste pour faire popper Kevin Owens. C'est quand même triste par rapport au temps que ça a pris, hein, cette rivalité-là, qui a quand même fait rager beaucoup de monde. Ça, je trouve que c'est un peu un finish. Hormis l'énorme pop qu'a eu Kevin Owens, je trouve que le match il est pas du tout à la hauteur. C'était un peu triste, mais bon, ça a eu son effet. Je sais pas, pour le public, c'est quelque part c'est réussi, mais alors à la télévision, quand on regarde ça sur son canapé, on ne peut qu'être perplexe. Ouais, on verra dans les weekly, mais t'as vu que. Oui, espérons qu'on passe à autre chose quand même. Hein. Ouais, bah tu vois, moi je suis même pas sûr qu'on va passer à autre chose, quoi. C'est ça. Aïe. Parce que Shane McMahon, il a besoin de ton antenne et que pour l'instant sa némésis, c'est Kevin Owens et que finalement tu l'as dit, le final, il se passe rien de spécial et il y a rien qui te laisse à penser que la feud est terminée, quoi. Moi je suis un peu inquiet pour le futur, mais bon. C'est ça. Je sens que en tout cas, il va falloir nous préparer psychologiquement, mais c'est loin d'être terminé avec le Shane. Aïe. L'avenir s'assombrit. On peut rajouter qu'il y a eu quelques. On va en profiter, faire une petite pause là pour vous mentionner que R-Truth et Carmella sont baladés un petit peu dans le show aussi. Ils sont déguisés en commentateurs étrangers, par exemple. Oui. Et puis voilà, on les a vus dans le pré-show aussi se cacher sous la table parce que ce bon vieux Drake Maverick était à leur recherche. Mais il y aura plus de développement à Monday Night Raw là-dessus. Mais ils étaient là, hein, le champion 24/7 hein, qui doit défendre son titre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. R-Truth était à SummerSlam. Allez, un match avec une légende, ça te dit? Ouais. On n'en a pas eu depuis 2 ou 3 matchs. Le championnat, c'est pas du tout un championnat, c'est Charlotte Flair qui affronte Trish Stratus. Trish Stratus qui vient revendiquer son statut de légende et qui vient donner la leçon à Charlotte Flair. 16 minutes 40 quand même de match. Très technique, très spectaculaire, avec des gros moves. Trish Stratus qui fait tout pour battre une Charlotte Flair qui est d'abord très dominatrice, mais qui finit par fatiguer et être surpris un peu par la ténacité de Trish Stratus.
il va sortir tous ses plus gros moves. Mais même si elle va réussir à se faire bloquer à un moment donné avec son célèbre espèce d'Hurricane Rana en chandelle là, dans le coin du ring, hein, on voit que Charlotte Flair n'attendait que ça pour la piéger, essayer de tenter une power bomb. Trish Stratus va même piquer le figure 4 leg lock, figure 8 même de Charlotte Flair, mais malheureusement elle va pas réussir à tenir la soumission parce que sa jambe a été attaquée tout au long du match par Charlotte Flair qui a fait un travail méthodique. Et c'est finalement Charlotte Flair qui réussira à coincer Trish Stratus dans la figure 8 pour faire taper la légende, qui aura droit à son ovation quand même après le match. Mais victoire de l'imbattable Charlotte Flair. Monstrueuse Charlotte Flair. Trish Stratus qui n'aura pas démérité. Voilà, convaincu par la prestation de Trish, qui n'est pas catché depuis Evolution. Ouais, non, mais convaincu. Hein. Moi, j'ai été carrément. Hein. Match. C'était en plus une occasion de voir, quand tu vois Trish Stratus, qui a été la plus grande à son époque, tu vois la différence de gabarit avec Charlotte. Quoi. C'est impressionnant. Une nénette qui, on va dire, est un peu dans le glamour, belle, machin, etc. Et puis Charlotte qui est une athlète, quoi. Elle est grande, elle est athlétique, elle est rapide, elle est puissante. Les big boots qu'elle a encaissés Stratus pendant ce match. Ouais, elle a morflé, elle a pris des gros bumps à un moment donné. Elle était sur le tablier du ring, elle se prend un big boot de Charlotte Flair, elle tombe à l'extérieur du ring, mais comme une merde. Comme un sac de patates. Impressionnant. Je sais plus quel âge elle a, Trish Stratus, mais en tout cas, je l'ai trouvée en forme. Et pour tenir la distance comme ça sur un match de 16 minutes face à un Golgoth comme Charlotte, bah, faut y aller. Hein. Et donc, du coup, on a eu plein de moments sympas dans ce match. Et voilà, elles ont tenté des moves, elles sont contrées, elles sont revenues à la charge. Trish, elle a pris des gros bumps. Et puis finalement, il y a un peu ce retournement où quand on sent qu'elle est là au bord de la rupture. Bah, c'est là qu'elle va tenter de passer le figure 4, Trish Stratus là. Et c'était bien sympa de faire ça, quoi, de mettre un peu ce piment dans ce combat, quoi. Donc écoute, moi j'ai totalement adhéré au combat. Et autant j'étais quasi sûr que Charlotte allait gagner, je voyais pas comment il pouvait y avoir une autre issue. Quoiqu'à un moment, j'ai un peu envisagé peut-être un double compte à l'extérieur, peut-être pour satisfaire le public de Toronto. Mais j'ai trouvé que la fin était super bien faite et que c'était super sympa ce qu'ils ont fait finalement à WWE avec cette victoire de Charlotte. Et Charlotte, elle s'est esquivée en toute humilité, ce qui n'est pas dans l'habitude du personnage en Kayfabe. Et laisser ces 2 minutes de gloire au public de Toronto de Trish, j'ai trouvé ça super classe. Et j'ai trouvé que c'était un beau moment de ce SummerSlam. C'était tellement un beau moment qu'elle a oublié de faire un décoin pour venir tendre la main. C'est l'arbitre qui lui a rappelé, qu'il a dit non, faut que tu ailles dans le 4e coin là, parce que là, eux aussi de ce côté ils en redemandent. On te remet la musique. Ouais, ils ont remis la musique et elle est remontée. Et du coup, moi j'ai totalement adhéré à ce match. J'ai trouvé ça vraiment super. Et vraiment une légende qui revient comme ça pour fournir un match de cette qualité-là dans le ring. Et moi je dis ouais, ok, tu reviens quand tu veux, Trish. En plus, elle a posé un move que j'aimais bien d'elle, qui est le Stratusfaction Bulldog là. Et voilà, quoi, je trouve qu'il y a une prise quand même assez spectaculaire, mais pour le compte de 2, malheureusement, mais c'était beau. Et donc merci Trish, et merci Charlotte. Et Charlotte, Charlotte, on peut dire Charlotte d'elle que elle est déjà au Hall of Fame, même si on le dit pas. Ouais, clairement, oui. Alors là, je pense qu'elle est assez inattaquable. Elle a beaucoup donné dans le match pour mettre en valeur Trish Stratus. Hein. Il y a des prises, on voit que c'est elle qui faisait tout le boulot quand même, mais ça a fonctionné puisque. Ah mais oui, c'était la patronne de ring, il n'y a pas photo. Ça c'est. Non, moi je pense que c'est peut-être la plus grande championne de tous les temps, Charlotte. Peut-être la meilleure catcheuse du moment. Bon, il y a toujours de la concurrence, hein, parce qu'il y a désormais du très haut niveau, mais. Elle a quand même un physique carrément impressionnant. Elle fait des matchs qui sont toujours. On voit rarement des mauvais matchs avec Charlotte Flair quand même. Quasiment jamais. Quasiment jamais de botch. Non, elle est assez incroyable. Moi, je suis vraiment surpris par la qualité de son catch et de sa manière de gérer les matchs carrément, hein, parce qu'on voit bien que c'est elle qui dirige les trucs. Donc c'est vraiment une catcheuse assez incroyable. Ouais, c'est une super professionnelle. Il y a vraiment. Je pense que ça doit être une bête de travail, quoi. Je pense que au Performance Center, les machines elles doivent en avoir ras-le-bol de bosser avec.
Elle a tué plusieurs machines au Performance Center. Plusieurs machines, ouais. C'est un budget à elle toute seule. Et, non, vraiment, respect pour cette femme-là, quoi. C'est vraiment. Pourtant, du 4, j'en bouffe depuis des décennies, mais Charlotte, c'est vraiment. J'ai jamais vu, quoi. J'ai jamais vu mieux présent, quoi. Il y a une marge de progression qui était assez impressionnante. Ouais. Assez impressionnante. Oui, la Woman Revolution, hein, c'est passé par Charlotte Flair. Bah oui. Voilà une belle réussite ce match. Trish Stratus qui a annoncé que c'était son dernier match d'ailleurs. Bon, on sait qu'il n'y a pas de retraite dans le catch. 43 ans, Trish Stratus. 43 ans. C'est pas si vieux que ça au final. Mais bon, dans le catch féminin, les retraites, ça va assez tôt. Ouais. Je bois un petit peu, pardon. Parce que j'étais en train de m'étrangler. Voilà, beau match, belle sortie de... on dit pas une sortie de piste, belle fin de carrière pour Trish Stratus, on va dire. Dernier tour de piste. Bel hommage. Bel hommage, voilà, du beau boulot. Alors, on dit souvent que la WWE, elle sait pas accorder des belles sorties à ses superstars. Là, pour Trish Stratus, c'est fait. La suite, le championnat de SmackDown, le WWE Championship, le champion incontesté, Kofi Kingston, contre Randy Orton, le Viper, qui reprennent leur feud d'il y a 10 ou 15 ans. Ouais, il y a 10 ans. Voilà, Kofi Kingston, donc, qui expliquait que Randy Orton avait joué des politics pour plomber la carrière du pauvre Kofi, mais il a réussi à vaincre tous les obstacles, et il est désormais champion, mais Randy Orton vient lui faire la leçon. 16 minutes 45 de match, alors là on est dans le match classique, le Randy Orton méthodique, qui va pourrir Kofi Kingston qui va à chaque fois faire des gros retours avec des gros moves. Ça va à l'extérieur, on va aller s'exposer sur les tables des commentateurs. Il y a un peu toutes les prises qui sont utilisées de ci, de là. Finalement, Randy Orton réussit à placer son RKO out of nowhere, mais Kofi Kingston va aller rouler à l'extérieur du ring intelligemment. Là, Randy, il va aller le chercher, mais il va s'attarder sur la famille de Kofi Kingston qui était au bord du ring, qui était venu acclamer papa. Il va les regarder un peu avec son regard de psychopathe, et ça va pas du tout plaire à Kofi Kingston qui va rentrer en fureur, ressortir une énergie qu'on pensait éteinte, puisque le match était déjà entamé depuis un bon quart d'heure. Mais malheureusement, l'arbitre est visiblement pressé de rentrer chez lui. Il a compté très vite le décompte extérieur, ça va à 10, et nos deux amis sont éliminés. Décompte extérieur, double count-out, comme on dit. La foule est furieuse. Ça hue dans tous les sens. Personne ne veut voir un double décompte extérieur pour la fin de ce match. Kofi Kingston va continuer à tabasser Randy Orton. Il en a rien à foutre. Il y va violemment. Il sort le kendo stick. Il explose le kendo stick sur Randy Orton qui demande grâce. Et puis après, il vient célébrer un petit peu avec sa famille. Et il rentre au vestiaire. Voilà, 0-0. Match nul. Et Randy Orton qui se fait tabasser, qui se fait brutaliser par Kofi Kingston. Assez surprenant ce match. Est-ce que tu étais aussi furieux que la foule? Ah ouais, je reprendrais bien le chant de la foule, quoi, parce que les deux dernières minutes, son temps à hurler bullshit. Et j'étais à peu près totalement de leur avis. Voilà, donc gros bullshit pour moi, un match de championnat, bordel de merde, mais c'est quoi ce truc tout pourri qui nous ont fini là? Non mais sérieux, là, on sort d'un Trish Charlotte de haute volée et on nous file ça. 16 minutes pour ça. Et puis en plus, Randy Orton, là, il était dans le mode, quand j'aime pas, quand il est comme ça, là, quand il est en mode, je suis lent et je vais être lent pendant tout le match et je vais vous faire très très peur. Ah non, Randy, non. Oh là là. Et puis alors, tu le dis bien, le truc surprenant, c'est que suite à ce bullshit de double count-out, derrière, en fait, on a un passage à tabac de Orton par Kofi, quoi. C'est Kofi qui pète la gueule dans tous les sens à Randy Orton. Alors après, il y a un autre truc, moi, sur lequel je suis pas super fan, c'est le fait que Kofi, il a ses gosses, dont un qui est vraiment petit, quoi. Et, ouais. Dont un qui est vraiment petit. Je veux bien, à la rigueur, que le plus grand, là, qui avait l'air d'avoir 7-8 ans, comprenne peut-être un peu mieux ce qui se passe.
Mais je pense que le tout petit, là, qui devait peut-être avoir 3-4 ans, quoi, alors lui, il était complètement largué et tu voyais les gamins qui se disaient « Mais qu'est-ce qui se passe, papa, là ?» Surtout que Kofi, à un moment, Randy Orton, il tient par les couettes devant les mômes, il tient par les couettes leur père, là, qui a les yeux exorbités. J'ai trouvé ça limite gênant, ce passage. Et après, ça fait étrange de voir Kofi mettre un gros beatdown sous les yeux de sa femme et de ses gosses. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a pas mis très à l'aise, en fait, et j'ai pas du tout aimé, quoi. Mais alors, pas du tout aimé. Je trouvais que c'était un peu du gâchis pour un championnat du monde. Merde, ils auraient peut-être pu nous trouver un peu autre chose. Et quitte à faire intervenir les New Day, quitte à avoir, je sais pas moi, enfin des interférences ou bref quelque chose, quoi. Mais là, un double count out là-dessus, ouais, moi ça m'a pas emballé du tout. Et vraiment, je te dis, moi de ma part en tout cas, ça a même été un sentiment de malaise sur les 5 dernières minutes de tout ça, quoi. Donc voilà mon avis, les amis. Ouais, autant il a un gosse, je pense qu'il y a une place réservée déjà au Performance Center. Oui, c'est possible. Je sais pas si c'est une petite fille qu'il a avec les dreads là, mais elle était tétanisée. Hein. Ah ouais, la Vous voyez qu'elle comprenait pas ce qui se passait. Ah ouais. Elle va sûrement faire des cauchemars, je pense, pendant un moment. Ouais, et puis voilà, bon, qui fonctionne pas du tout. Alors ouais, il y a eu de la hit, hein, le public était pas content, mais quand il y a des chants bullshit, c'est qu'on a mal fait le boulot. Randy Orton dans ses œuvres, Kofi Kingston qui décidément reste un champion assez tiède, même si là il est en fureur, hein, il va tabasser Randy Orton, mais ça reste pas très impressionnant, hein, il sort un vieux kendo stick qui casse assez rapidement. Il est toujours dans un momentum énorme, Kofi, hein, parce qu'au niveau de la foule, ça marche. Le bullshit, il était adressé au booking, tu vois. Ouais, clairement, ouais. Il reste. Enfin, je sais, moi, c'est à mes yeux que je trouve que le règne de Kingston, il est un petit peu. Oui, c'est vrai. Un petit peu neutre, même s'il a toujours cette popularité. Enfin, je suis pas en phase avec le public, je pense, sur Kingston. Ouais, non, je peux comprendre ça, quoi. Ça peut paraître un peu. Il y a eu un moment quand même où il n'y a pas eu la foule qui chantait Coffee Suck, quoi. Ouais, c'est possible. C'est un moment qui m'a étonné aussi, quoi. C'est qu'on a eu un moment où on a eu droit à des Coffee Suck, Randy Suck. Ouais. Ils alternaient, quoi, entre Coffee Suck, Randy Suck. Alors je me suis demandé, est-ce que c'est parce que c'est le match qui leur plaît pas, ou est-ce que parce qu'on était avant la décision finale, quoi. Et du coup, c'est l'effet Randy Orton, hein, ça. Il a quand même une relation assez conflictuelle avec le public, hein, Randy Orton. Bon, ça, ouais, c'est Randy Orton qui génère ce genre de choses. C'est dans sa tête, quoi, voilà. C'est ça. Et ouais, voilà, ça perturbe le public. Ouais, voilà, donc championnat en demi-teinte, hein, même plutôt un échec, hein, on va dire. On est reparti. Par contre, c'est pas terminé. Hein. Je pense qu'on aura un rematch de tout ça. Ou pas. Hein. Après, on peut s'en passer. C'est pas fini, je pense, de toute façon. Ce n'est pas fini. Voilà, Randy Orton qui n'a pas encore marqué les points auprès du public, malheureusement. Beaucoup de mauvais retours, hein, j'ai vu sur sa prestation. Le catch à l'ancienne, ça fait pas recette en ce moment. Alors, on va arriver à quelque chose de plus enthousiasmant. L'arrivée tant attendue du nouveau Bray Wyatt, The Fiend, le démon, qui affronte Finn Balor. Finn Balor qui vient sans le maquillage. Hein. C'est Finn Balor, c'est pas le démon. Parce qu'il y a le démon Bray Wyatt, le démon Finn Balor. Alors, ça va être difficile maintenant de traduire tout ça. Donc, arrivée de Finn Balor, hein, évidemment, sous une grosse pop. Mais tout le monde attend Bray Wyatt. Et là, on a l'entrée de Bray Wyatt dans le noir. Il a toujours une lanterne, mais alors c'est la tête coupée de Bray Wyatt qui l'a monté en lanterne. Il démarque avec son costume de clown démoniaque, nouvelle musique, un remix de l'ancienne en version, je sais pas, hard rock, hardcore, tétanisante. Ouais, psychodélique, hard rock, hardcore, métal, fusion. Voilà. Cacher les enfants, hein. Ça fonctionne, hein, parce que le public et on sent un peu tétanisé, un peu à l'instar des premières entrées de l'Undertaker à l'époque. Il arrive doucement au ring. Le face-à-face est là. Il s'assit dans le coin du ring, Bray Wyatt, avant de commencer. Il garde son masque pour catcher. Garde même sa veste au début. Il attaque Finn Balor. Ensuite, il tombe la veste. On voit qu'il est plutôt bien gaulé en ce moment.
La Finn Balor n'arrive pas à faire grand-chose. Hein. Il se fait dominer pendant quelques longues minutes jusqu'à ce qu'il réussisse à esquiver ce qu'on appelait le Sister Abigail dans le temps. Je ne sais pas si ça va garder ce nom-là. Là, il va être un peu offensif. Finn Balor, il va claquer les Sling Blade, les Shotgun Dropkick. Il va tenter son coup de grâce, mais c'est esquivé et Bray Wyatt en profite pour placer le Mandible Claw qu'il a piqué à Mankind, là, cette prise où il enfonce sa main dans la bouche de l'adversaire. On aura eu d'ailleurs la Mimic Foley qui était passée au kick-off pour nous expliquer un peu comment ça fonctionnait le Mandible Claw et puis que il avait eu du mal à se remettre de l'attaque de Bray Wyatt. On se souvient qu'il avait été attaqué à Monday Night Raw pour le Raw Réunion. Donc Finn Balor, on l'avait laissé coincé dans le Mandible Claw, il ne s'en remettra pas, il s'évanouit. Victoire de Bray Wyatt, pas d'abandon de Finn Balor, mais il passed out, comme on dit. Et les lumières s'éteignent pour la victoire de Bray Wyatt, qui va se téléporter jusque sous le Titantron. Il va regarder une dernière fois le public avec son regard de psychopathe et partir dans les vestiaires. Voilà, première apparition du démon Bray Wyatt qui laisse Finn Balor lessivé, cloué au sol. On le verra se remettre un petit peu après. Mais en tout cas, il s'est fait laminer. Qu'est-ce que tu as pensé? C'était génial. C'est génial, j'ai adoré. Mais j'ai kiffé ma grand-mère. Ouais, je pense que tout le monde a kiffé cette arrivée de Bray Wyatt là. C'est trop bien, mais c'était trop bien quoi. Mais cette entrée de fou. Alors évidemment, c'est une entrée de pay-per-view. Je ne verrais pas faire ça en weekly quoi, parce que ça serait trop long. Mais en pay-per-view, c'est parfait quoi. Et cette entrée de fou quoi, c'était excellent quoi. Tout le cosplay. Alors tu t'as dit ouais, il a gardé son masque. Heureusement mon ami qu'il a gardé son masque. Ça me fait chier qu'il enlève son masque. C'est clair. T'es heureux qu'il garde le masque pour catcher. Et effectivement, on sent qu'il est bien fit. Il a toujours un peu son bide, mais parce que de toute façon, il est massif. C'est comme ça. C'est au garçon quoi. Donc le match était très bien booké. Il fallait pas un match trop long. Il fallait un match et en même temps, Bray Wyatt, on fait du macronisme tout le temps en même temps. Et c'était incroyable parce que il a des moments où il s'arrête, où il se tient la tête, où il se tient le masque, où on sent que voilà, il joue sur le fait que voilà quoi, qu'il est traversé par plein de choses quoi, et que et j'ai trouvé ça génial quoi. Mais franchement, ça m'a embarqué. Et tu sais quoi, c'est pour moi. Là, c'est un truc. Alors déjà, moi, mon avis, clair et net, c'est, je crois que Giscal, d'ailleurs, sur le Discord, Big Up, a dit la même chose. C'est que de toute façon, il faut que The Fiend, il déboîte tout le monde pendant des mois et des mois. Et moi, je serais totalement client de ça. Et ensuite, on attendait enfin de voir ce qu'il allait donner sur le ring. Ce qu'il a donné, c'était plutôt bien. Il y a un espèce de mélange de ce qu'il faisait auparavant et il a rajouté plusieurs choses. Et dans son moveset, donc du coup, il y a du répondant là sur le ring, donc ça c'est bien sympa quoi. Et non mais j'ai accroché, mais franchement, là, c'est en tout cas, je trouve que c'est un des personnages les plus travaillés qu'on ait vu à la WWE depuis très 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 longtemps quoi. Donc s'il déconne pas avec lui, soit ça va peut-être s'effondrer tout d'un coup, mais en tout cas s'il déconne pas avec lui, pour l'instant ils tiennent quelque chose. Et puis le public, là il y avait pas photo quoi. Le public il était dément. D'ailleurs même quand Baylor s'est retrouvé tout seul dans le ring, le public chantait encore That was awesome quoi. Exactement, ouais. On a eu des chants This is awesome aussi pendant le combat de Trish Stratus. J'ai oublié de le mentionner, ce qui n'a pas dû arriver souvent dans sa carrière. Mais effectivement, on a eu aussi ces chants That was awesome, et ça on l'entend pas souvent non plus à la WWE. Donc voilà, donc en tout cas moi je donne un gros bon point à la WWE. Ce démarrage du Fiend en pay-per-view comme il fallait, voilà. Là c'était bien, pour moi c'était parfait. Effectivement, parfait. Je te rejoins sur toute la ligne. Ça fait plaisir de voir un truc aussi travaillé qui fonctionne aussi bien. Sans fausse touche. Alors tu disais cette entrée, ça irait pas en weekly, mais alors moi j'espère bien qu'on le verra pas en weekly, The Fiend, et qu'ils vont le garder pour les pay-per-view. Il y a le Firefly House pour les weekly. Oui, voilà. Il faut que ça fonctionne comme ça. Il faut le garder comme un truc comme l'Undertaker à l'époque. Tu le fais sortir pour les gros événements. Ça a été parfait sur toute la ligne. Ils ont fait le match qu'il fallait. D'ailleurs, même Finn Balor, quelque part, il a été assez impressionnant les quelques secondes où il a sorti un petit peu son catch. Il avait rarement été d'ailleurs aussi énergique dans le ring depuis bien longtemps. Je suis
Alors, je suis pas sûr que Finn Balor c'est le meilleur adversaire pour Bray Wyatt pour cette première apparition, mais au final ils ont su dépasser le truc. Et il y a vraiment rien à redire. On sent que ça a fonctionné à 200% auprès du public. Il y a vraiment, c'est vraiment une réussite totale en fait, hein, cette chose-là. Et comme tu dis, ils tiennent quelque chose qui pourrait être le pilier pour l'avenir, hein, je pense, parce que là, ça va prendre, je pense, la place de ce qu'était l'Undertaker pendant longtemps. Et alors, autre chose que l'Undertaker fin de carrière qu'on a eu ces dernières années, mais je parle de l'Undertaker au temps de sa superbe, ça peut être un gros pilier de la WWE pour le futur. Ouais, et puis Bray Wyatt, il est jeune, hein, il a 30 ans, et il peut la tenir, hein, la gimmick, hein, pendant des années. Hein. Puis je sens, en plus, je pense qu'il kiffe, là, il est dans un moment de bonheur, là. À faire accepter auprès de McMahon et auprès des producteurs qu'il fallait qu'il change de personnage. Il a disparu pendant des mois. On voit qu'il s'est entraîné, que physiquement il s'est préparé, qu'il travaille son personnage. En plus, il a un gros boulot puisqu'il a 2 personnages à tenir pour le coup. Ouais. Par essence, voilà quoi, il y a Bray Wyatt et il y a The Fiend, quoi. Donc du coup, il est dans un dédoublement de personnalité et c'est génial. Bah voilà. Ouais. Là, mais comment je marche, mais à 1000% dans cette affaire-là. Je crois que la presse est unanime, hein, de ce que j'ai vu cette semaine. Globalement, tout le monde a salué le combat The Fiend versus Balor, quoi. Pas tant pour le niveau du catch, du combat en lui-même, le fait que la globalité du segment est une réussite du début à la fin, quoi. Ouais, vraiment, là, un 5 étoiles, je donne à la WWE sur cette nouvelle arrivée. Exactement. Succès total. On a réussi. Ouais, énorme tour de force, hein, de Bray Wyatt. On ne cessera de le souligner. Allez. On est bien repu, mais c'est pas fini, puisqu'on arrive au main event quand même. Hein. Il y avait un main event ce soir. Pardon ? Main event, c'est parti pour le main event. Main event, c'est parti. Et pas n'importe quoi, hein, puisque c'est enfin le match qui oppose Seth Rollins au champion de l'univers, Brock Lesnar, toujours accompagné de Paul Heyman. Alors, on sait que généralement, Brock Lesnar, ça dure pas longtemps, mais ce soir, ce sera pas le cas, puisqu'il y a 13 minutes 25 de match. Match très compétitif. Surprise. Surprise. Seth Rollins qui va tout donner ce soir, qui va réussir à prendre de vitesse plusieurs fois Brock Lesnar pour placer des super kicks dans le ventre, dans la face. Brock Lesnar qui va revenir à chaque fois, réussir à placer des F5, des German suplex. Mais ça suffit pas pour mettre KO Seth Rollins ce soir, qui arrive quand même bandé. Hein. Il a un bandage tout autour des côtes. Il est pas à 100%. À un moment donné, Brock Lesnar va l'attraper d'ailleurs par le bandage et le faire tourner là comme si c'était un fétu de paille, ce pauvre Seth Rollins. Il catch méchant, hein, Brock Lesnar, comme d'habitude. Mais ce soir, ça ne suffira pas, puisque Seth Rollins va réussir à prendre de vitesse Brock Lesnar, enchaîner les super kicks, les curbstones, et jusqu'au curbstone fatal, le tombé, 1, 2, 3, victoire de Seth Rollins à la surprise générale. Victoire clean, victoire propre, Brock Lesnar surclassé, et Seth Rollins triomphant. Est-ce que tu en as eu pour ton argent ? Scénario incroyable. Et Brock Lesnar, alors là, voilà, clairement, il m'a épaté. J'arrivais même pas à croire qu'on a eu Brock pendant pratiquement 13 minutes sur le ring. C'était fou. Comment ça se fait que le Lesnar ait accepté un truc comme ça ? Il a accepté de passer autant de temps sur le ring, et pour lui, quelle préparation ça a dû être. Et du coup, mais j'ai adoré, hein, j'ai trouvé. Ils avaient super bien réfléchi sur le fait de comment Seth allait contrer les German suplex, etc. Donc il a contré des German, Ah oui, les contrées de German où il atterrit sur ses pieds, Seth Rollins, ça c'était très malin. Hein. Chaque fois, comment ça a fait lever la foule, ça. Et ça, c'était vraiment super bon, quoi. Et puis, Brock, il faut quand même lui reconnaître un truc, c'est que quand il se décide de sortir les doigts du cul et qu'il se décide à sceller aussi, ça change plein de choses, quoi. Et je crois que c'est la première fois que je vois Lesnar mettre autant over un adversaire. Je pense que là, franchement, pour moi, Lesnar, il a fait le combat pour vraiment mettre over Seth Rollins. Oui. Mais si tu veux, de sa part, c'est tellement surprenant qu'au bout d'un moment, moi, si tu veux, jusqu'au bout, quasiment, j'ai quand même cru que Brock allait gagner.
Mais j'arrêtais Oui, pas. comme beaucoup de monde, je pense. Hein. Les minutes défilaient et je me disais, la vache, comment Lesnar il bosse pour Seth Rollins ce soir, quoi. Je disais, même au gagnant, et ben, il aura fait un sacré boulot pour Seth Rollins. Et puis, bah, alors là, le truc sur la cerise, sur le gâteau, sur la chantilly, sur le fricotti, quoi. C'est que, en plus, finalement, il le perd, ce match Brock, quoi. Et on a senti que c'était vraiment grosse surprise parce que même dans le public, ça a été une explosion de fou, quoi. Donc écoute, bah, très bon main event. Terminer SummerSlam de cette manière, j'avais gardé un goût amer d'un SummerSlam avec en main event entre Orton et Lesnar. Et ben là, pour moi, terminer ce SummerSlam de cette manière-là, c'était vachement bien. Et puis bah, je me dis, bah Brock, moi c'est quand tu veux que tu continues à faire des matchs de 13-15 minutes. Moi, je suis d'accord en fait pour te voir 13-15 minutes dans le ring. Parce que sur ce niveau-là, et ben moi ça me va. Mais écoute, je suis tout à fait d'accord. Ça fait des années que je dis que Brock Lesnar, enfin des années, depuis le début de ce podcast, que Brock Lesnar c'est quand même un des meilleurs catcheurs du monde. Il y a une incompréhension, je pense, avec beaucoup de fans qui comme tu dis, qui sont dans l'interrogation, pourquoi est-ce qu'il bosse pas, etc. Mais si on prend ses dernières défenses de titre, contre AJ Styles, il avait fait le taf, contre Daniel Bryan, il avait fait le taf, contre Finn Balor, il avait fait le taf. Il y a guère que contre Braun Strowman, où visiblement il a vraiment pas envie de bosser avec Braun Strowman. Contre Roman Reigns, c'était un peu bizarre parce qu'à chaque fois il s'en sortait gagnant. Donc là aussi on se posait des questions. Mais quand il choisit de faire un bon match, Brock Lesnar il est là et c'est souvent, pour moi ce match-là c'est un des meilleurs matchs de l'année qu'on a entre Seth Rollins et Brock Lesnar. Et c'était déjà le cas par exemple des Brock Lesnar et AJ Styles. Brock Lesnar, Daniel Bryan, Brock Lesnar, Finn Balor, c'était des matchs qui étaient clairement au-dessus du lot. Il a un ceiling qui est assez incroyable, hein, Brock Lesnar quand même. C'était des bons matchs, mais contre Bryan ou AJ Styles, c'était des matchs sans enjeu particulier, ou contre Baylor aussi, quoi, parce que c'était soit dans le cadre de Survivor Series ou c'était dans le cadre de choses comme ça. Même quand tu vois, quand Lesnar affrontait Goldberg, ça durait 3 minutes, touche comprise, quoi, grand max, quoi. Et puis il y a le fait aussi que malgré tout, le problème en fait, si tu veux, avec Lesnar, c'est que justement quand il fait des matchs courts comme ça en pay-per-view, comme on le voit pas déjà dans les weekly, ou qu'on le voit quasiment pas et qu'on le voit en tout cas jamais catché dans les weekly, du coup fatalement ça génère beaucoup de frustration, je pense, de la part de plein de fans. Mais voilà. Ouais, mais j'ai du mal, moi, depuis longtemps, à comprendre cette frustration des fans par rapport à Lesnar. Parce qu'il est, quand tu vas sur les sites de catch spécialisés, le mec se fait pourrir comme c'est pas permis. Il a gagné la ceinture de plomb, etc. Mais je suis d'accord. Cahier du catch, mais pour moi les gens ils sont complètement à côté de la plaque là-dessus parce que s'il y a un vrai talent dans le monde du catch, c'est peut-être Brock Lesnar en vérité. Mais le regret, c'est finalement que quand on voit un match de cette qualité-là à SummerSlam, tu te dis bah ouais, bah voilà quoi, Lesnar il est capable de sortir des performances énormissimes, quoi. Et il est capable de mettre over un mec qui des fois a quelques difficultés, que ça soit du côté du micro ou des fois embarquer un petit peu la foule sur certains trucs. Là, il n'y a pas eu de problème de pop particulière, Rollins, et puis c'est monté crescendo pendant le match. Et non, je trouvais que c'était du boulot ciselé, quoi. Vraiment un main event avec une fin surprise, pour moi, il y avait tous les ingrédients dans ce match. Et du coup, je salue la performance de Brock. ouais, bravo Brock Lesnar et puis bravo Seth Rollins aussi, hein, qui a fait un super match, qui est quand même un gros talent. Alors je sais que j'ai beaucoup critiqué Seth Rollins ces derniers mois, hein, ça n'enlève pas tous les défauts de ses règnes et de ses passages dans les weekly. Le curb storm, c'est quand même une arme fatale. Il a plein de moves, c'est un mec qui est hyper athlétique, mais qui est aussi d'une grande souplesse, et ce qui lui permet justement de faire ses contres là sur les German suplex. C'est quand même un sacré boulot physique, quoi. Finalement, le mec fait un flip arrière sur chaque German suplex. Ouais. Franchement, la performance athlétique là-dessus, elle est à souligner. Et puis bah voilà, quoi. Rollins, on le connaît bien, hein, il est là depuis 2012, il nous a quand même montré un sacré paquet de matchs. Donc là, sur un match comme ça, face au monstre, quoi, au monstre de ces 10 dernières années, de ces 15 dernières années, à sortir une perf comme ça, chapeau à Rollins aussi. Donc moi, je louange vraiment les deux catcheurs là sur ce main. C'est ça. Et du coup, on part sur une très bonne impression, hein, puisqu'on enchaîne entre Bray Wyatt et ce main event là qui était assez magnifique.
Donc voilà, une belle fin de show pour ce SummerSlam qui a été un petit peu comme des montagnes russes, on va dire, où il y a eu des coups de mou, hein, quand même dans le show. Ouais, il y a eu de moments faibles, moments forts, ça a été inégal par certains moments, mais il y a un pré-show très très faible, là, j'ai trouvé, quoi. Ouais, très très faible pré-show aussi, effectivement. Hormis le feel good moment avec Edge, le pré-show a été l'un des pré-shows les plus faibles depuis longtemps, je pense. Ouais, je pense qu'ils ont vraiment bossé les moments où il y avait des gros enjeux et un peu moins le bas de carte, visiblement. Ouais. Alors, il y a des rumeurs qui disent que le show n'était pas écrit, même au moment où ça a commencé. Je veux bien le croire. Mais en tout cas, ce qu'ils ont bossé, c'est les moments qui étaient importants, donc le reste, c'est assez anecdotique, effectivement. D'ailleurs, c'est le mot de la fin, hein, il va falloir sortir un top, Oui. un flop et une note. Je donnerai aussi le top, le flop et la note de Giscal, juste après. Et c'est parti, Chris, dis-nous tout. C'est parti, ouais, il va être temps, parce qu'après, il va être temps quand même de se plonger dans la piscine. Voilà, c'est ça, il va falloir vaquer. En mode standing drop kick. C'est ça. Alors, mon flop, ça va être assez simple. Mon flop, je vais le donner à Bayley versus Ember. Vraiment, Ok. voilà, je vais pas vous répéter ce que j'ai dit dessus, hein, mais voilà, c'était un match qui m'a vraiment pas embarqué. Bayley est une championne qui est vraiment pas over. Et je sais pas, je trouve pas d'alchimie particulière entre les deux. Ça m'a vraiment pas botté. Ça a donné un espèce de coup de mou dans le pay-per-view. Et donc du coup, elles reçoivent mon flop. Mon top, on est à catch-up, on est les rois du monde, on est Team of the Year, donc je vais me faire plaisir. Je vais donner un co-top. Et donc je vais donner mon co-top, je vais le donner au main event, donc au Lesnar versus Rollins, et je vais le donner à la première apparition officielle dans le ring de The Fiend. Voilà. Tout ça, moi, ça m'a. En plus, c'était la fin du pay-per-view, c'était les deux derniers matchs du pay-per-view, donc j'ai trouvé que c'était génial, quoi. Et vraiment, ça a permis, en plus, c'est bien parce que ça permet, quand on est sur la fin d'un pay-per-view qui est long, comme ça, qui dure 4 heures, 5 heures, et terminer quand même de manière aussi positive que ça, avec 2 super segments, 2 super matchs. J'ai trouvé ça vraiment génial, et vraiment, j'étais vraiment complètement embarqué. Et voilà, et là, t'éteins à la fin ton truc et tu te dis ouais, là, voilà du catch qu'a envoyé, quoi. Donc voilà, donc je leur donne mon co-top à ces deux animaux-là, là. Et puis ma note, ma note, ma note, elle va être pas mal quand même, parce qu'il y a eu des moments faibles, il y a eu les 2 matchs féminins, voilà, le submission match, quelques moments faibles, mais je vais quand même lui mettre un 3,5 solide. Allez, un 3,5 qui va bien. Allez, un 3,5 qui va bien. T'as un top, un flop et une note qui est égale à celle de Giscal. Ah oui. Est-ce que je lis ce qu'il nous a écrit? Je ne lis pas aussi bien que Yered, qui est un très bon conteur. On voit qu'il a des enfants. Alors, le top de Giscal, The Fiend, absolument exceptionnel et au-delà de mes rêves les plus fous. Ils ont cartonné, et plus encore, de l'entrée aux accessoires en passant par le style in-ring jusqu'au clap de fin et sa disparition. Hallucinant, j'étais scotché à l'écran comme jamais. Son entrée est la plus stylée que j'ai vue depuis le Taker. Il faut que le film soit une attraction uniquement de pay-per-view. Plus d'interventions rares et courtes en weekly. Le reste, ce sera le Funhouse et basta. Il doit tuer tout le monde sur les 6 prochains mois, mais il n'y a pas débat. Et ils tiennent le nouveau Taker. Voilà, ça rejoint un peu ce que tu nous disais. Le nouveau Taker. Ah ouais. Il est même dans la jouissance, là, le Giscal. Là. Ah oui. Là, oui. Mais je suis globalement d'accord avec son. C'est ça. Le flop, Bayley et Ember, entre parenthèses. C'est vraiment raccord avec le Giscal. Et surtout la première, car c'est la championne. Voilà, donc double pénalité. Elles sont venues faire leur match et basta. Manque d'expérience et de charisme énorme, je trouve, de ne pas jouer un peu avec la foule qui les chahutait pour les embarquer dans le match. Elles ont subi, récité leur partition et sont reparties dans l'indifférence générale. Naze à l'image de son règne. Très méchant avec Bayley, Giscal. Aïe. Et sa note, 3,5, bien kiffé dans l'ensemble, comme pour les Gaumes, le très bon l'ayant emporté globalement sur le mauvais. D'ailleurs, pas grand-chose à déplorer de vraiment naze, hormis le flop. Bon rythme, bon choix d'ordre des matchs, pay-per-view qui ne s'éternise pas. On peut peut-être reprocher de ne rien avoir eu d'exceptionnel à se mettre sous la dent, hormis cette entrée absolument incroyable du monstre. Ouais, effectivement, on a quand même 2-3 choses exceptionnelles. Le main event et l'arrivée de The Fiend. Puis le petit passage Goldberg, c'était quand même sympa.
J versus Ricky, qui était un bon match aussi. Voilà. Et le Trish versus Charlotte. Moi, le Trish versus Charlotte qui restera, ouais. Si j'avais été dans la gourmandise absolue, si j'avais été dans la gourmandise absolue, dans mon top, j'aurais aussi inclus le Trish versus Charlotte. Ouais, c'est dur de pas mettre le top à The Fiend. Oui. Mais effectivement, mention spéciale à Charlotte et Trish qui ont fait du très bon boulot. Alors surtout que moi qui attends rien du tout de Trish Stratus, hein, j'ai aucune passion particulière pour Trish, mais c'est la deuxième fois que je trouve qu'elle fait de l'excellent boulot. À Evolution, c'était la même chose. Le flop, bah, effectivement, hein, on peut le donner à Bayley et Ember, et puis au booker de ce match-là. Dans la totalité, c'était malheureusement assez triste tout ça. Et la note, effectivement, 3,5. Ça mérite. C'est pas le SummerSlam le plus foufou, mais je pense qu'il y a certaines choses qui resteront dans l'histoire, comme cette arrivée de The Fiend. Et puis le Lesnar Rollins qui était quand même assez exceptionnel. Voilà, on s'en sort plutôt bien pour SummerSlam au final. Ouais. Voilà, hein, ce gros week-end de catch. Hein, je vous rappelle que le NXT Takeover, le débrief, il est dispo. On se retrouvera pour Monday Night Raw, hein, et puis aussi sur SmackDown, puisqu'on vous analyse ça toutes les semaines. Hein, si vous n'êtes pas au courant, ben, il suffit de vous abonner. Hein, je vous rappelle qu'on est dispo sur YouTube, sur PodCloud, sur Spotify, on est sur Facebook, on traîne aussi sur Twitter, @catchupcdc. Mon bon Chris. Yes. Merci beaucoup d'être venu. C'est pas facile, hein, quand même, de décrocher de la piscine pour venir faire le podcast, mais c'est toujours un plaisir. Plaisir qu'on renouvellera donc incessamment sous peu pour le débrief de Monday Night Raw et le débrief de SmackDown. Les amis, j'espère que vous êtes amusés à nous écouter autant que nous à faire ce podcast. Et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao. Salut Ringside. Salut peuple catcher.